prestige national et international de professeur de droit international, par son talent de conseillère juridique devant les juridictions internationales, dont bien sûr la Cour internationale de justice, son expertise académique de chercheur et ses combats de toute une vie pour le développement, le respect et la promotion du droit international public, comme pour un autre multilatéralisme. Ses travaux et positions sont connus du plus grand nombre. La professeure Chemier-Gendreau, agrégée en droit public et de sciences politiques, est professeure émérite de l'Université de Paris Diderot. Elle a enseigné le droit international pendant toute sa prestigieuse carrière avec une préoccupation spéciale pour ses fondements théoriques. Ses recherches ont porté sur le droit international et la théorie de l'État, et plus précisément sur la crise du droit international qui ne cesse de s'aggraver. On peut citer ici, pour illustrer son travail et en relation avec le sujet présenté ce soir, quelques-uns de ses nombreux livres, dont De la guerre à la communauté universelle, entre droit et politique, qui a été publié chez Fayard en 2013, et puis, deuxième exemple, parmi beaucoup d'autres, En finir avec la souveraineté, conjointement avec Georges Sell, qui a été publié chez Dalloz, en tiré à part il y a pas longtemps, en 2024. Comme je viens de le dire, la professeure Chemier-Gendreau a été et continue d'agir en qualité de conseil juridique de certains États ou de certaines organisations intergouvernementales à des procédures devant la Cour internationale de justice qui est, plus que jamais, avec la société civile, le phare et le lieu de résistance de tous ceux qui défendent l'impératif de respect et l'intégrité du droit international quand tant d'États le violent en toute impunité. Je suis de ceux qui gardent en mémoire, en particulier, sa magistrale plaidoirie présentée au nom de l'organisation de la conférence islamique devant la Cour internationale de justice le 26 février passé. 2024, dans le cadre des auditions sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. L'historique avis consultatif qu'a adopté la Cour le 19 juillet 2024 a été une immense victoire qui a redoré le blason du droit international si malmené et pourtant si indispensable. Nous sommes particulièrement reconnaissants à la professeure Chemier-Gendreau d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir, sachant qu'elle est totalement engagée dans la préparation des audiences publiques de la Cour internationale de justice qui se tiendront très bientôt du 28 avril au 2 mai prochain à La Haye. À cette occasion, la Cour examinera alors la demande d'avis consultatif adressée par l'Assemblée générale suite à l'interdiction de l'UNRWA par Israël le 28 octobre 2024 sur le territoire israélien comme sur le territoire palestinien occupé. Une interdiction alors même qu'un blocus est imposé à ce territoire occupé, que les biens les plus indispensables à la survie de la population civile ne parviennent plus à plus de 2 millions de personnes depuis un mois, qu'un génocide plausible s'y déroule devant nos yeux chaque jour, le tout en violation des normes les plus impératives du droit international. Cet avis consultatif, je donne le titre, est intitulé « Obligation d'Israël en ce qui concerne la présence et les activités de l'Organisation des Nations Unies, d'autres organisations internationales et d'États tiers dans le territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci. » Tu vois pas que je suis occupé? Et sur Internet, parce que mon mari est vraiment... Merci donc, cher professeur Chemier-Gendreau, d'avoir maintenu notre rendez-vous de ce soir, malgré la charge de travail et la pression qu'imposent ces engagements importants. Je voudrais compléter ma présentation en rappelant d'autres engagements d'intérêt pour notre public. Elle a écrit dans diverses revues, elle est présidente d'honneur de l'Association française des juristes démocrates fondée par René Cassin. Elle est aussi membre du conseil scientifique de l'association créée l'an passé, Jurdi, juriste pour le respect du droit international, que j'ai l'honneur de présider. Nous écouterons donc avec le plus grande attention la professeure Monique Chemier-Gendreau nous parler ce soir d'un sujet qui nous préoccupe toutes et tous, qui est d'une brûlante actualité dans le monde chaotique actuel et pour lequel, nous l'avons compris, ses compétences et son travail éclaireront nos réflexions. Le titre de sa conférence est intitulé « Les faiblesses du droit international face aux périls planétaires ». Sa conférence s'inscrit totalement aussi dans le combat d'IDN pour le désarmement nucléaire face à la menace
nucléaire existentielle qui s'est élargie à tous les autres périls planétaires et qui sont examinés et traités par notre Observatoire des périls planétaires, qui nous permet d'être au cœur d'un nexus fondamental fait de l'opposition entre le chaos géopolitique actuel, qui surinvestit l'unilatéralisme des États-nations, et l'émergence des périls globaux qui réclament des solutions globales. Ces périls et menaces existentielles seront abordés par notre conférencière qui observe, comme nous le faisons tous, que le droit international est non seulement incomplet, mais que son développement si nécessaire est empêché faute de volonté politique. Et ces normes, pourtant les plus impératives, ne cessent d'être violées sous nos yeux de manière très grave et en toute impunité. Elle nous dira la nécessité d'en appeler à la responsabilité des États du monde et des sociétés civiles pour travailler à son développement sur la base des valeurs communes et des lois d'humanité, socle de tout ordre mondial, et de le renforcer avec des mécanismes internationaux efficaces pour le faire respecter. L'entretien va se dérouler de la manière suivante. Après cette introduction, notre invité donnera sa conférence pendant une trentaine de minutes ou un peu plus. Il s'ensuivra un échange avec les participants sous forme de questions-réponses, pouvant durer également 30 minutes. Nous prévoyons de terminer la session vers 20h15. Les participants auront donc la possibilité, durant cette session, de poser des questions, faire des commentaires dans le chat et éventuellement oralement, en levant la main. Je me chargerai, avec Blaise Imbert, de les sélectionner, regrouper et de les transmettre oralement à notre conférencière. J'invite donc chacun et chacune d'entre vous à le faire. Cet entretien est enregistré et sera diffusé également sur la chaîne YouTube d'IDN, où il sera à disposition de toutes et de tous. Cher professeur Monique Chemillé-Gendreau, vous avez à présent la parole. Merci beaucoup. Merci Patrick pour cette présentation. Merci à tous de m'avoir invité et de vous intéresser à ce sujet ardu, complexe, mais central dans le monde d'aujourd'hui. Alors, la menace nucléaire, puisqu'on part de là, militaire ou civile, est un impensé des relations internationales actuelles. Mais il est vrai que cela se double depuis quelques années d'autres menaces qui ont été pendant longtemps larvées, qui se sont développées d'abord à bas bruit, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus être occultées, c'est-à-dire les menaces contre la nature, le climat, la biodiversité, celles liées au développement de tous les trafics illicites, les armes, les drogues, les organes, les êtres humains, etc. Et enfin, les menaces contre la démocratie et les valeurs qu'on avait crues relativement solides. Tous ces phénomènes mettent en péril l'humanité qui est désarmée pour n'avoir rien fait lorsque ces phénomènes étaient encore embryonnaires. Et cette humanité est confrontée aujourd'hui à un développement accéléré. L'accroissement de ces menaces, elle est liée à des choses qu'il est banal de rappeler, c'est l'ouverture du monde, la poussée démographique. En quelques décennies, le monde est devenu un village où chacun est en relation avec chacun d'un bout à l'autre d'une planète qui est surpeuplée alors que les rivalités s'intensifient. Alors, les différentes sociétés nationales s'imbriquent désormais dans la société mondiale. J'emploie le mot de société mondiale, mais une société, c'est un groupe humain dans lequel les uns et les autres sont mis en relation entre eux et à travers un droit commun. Or, dans la situation actuelle, les humains que nous sommes restent régis par leurs différents droits nationaux pour ce qui est de leurs relations à l'intérieur de leur pays ou du pays où ils se trouvent, mais les relations des États entre eux ou celles des peuples sans État avec les autres communautés politiques ou les relations transnationales en général ne sont régies que par des normes très insuffisantes et très faibles. Pourtant, ça n'est pas qu'on n'ait pas vu venir le danger. Les deux conflits mondiaux qui ont marqué le XXe siècle avaient semblé servir d'accélérateur. Puisqu'il est vrai qu'après la Première Guerre mondiale, les États d'alors, qui n'étaient pas très nombreux, les États de l'après-guerre mondiale étaient une petite partie du monde. Le reste était sous domination coloniale. Mais ils avaient tenté l'ébauche d'une organisation internationale, dite la Société des Nations, qui a été un échec.
Donc, livrés au rapport de force entre eux, les États en arrivèrent à la Seconde Guerre mondiale, et après les ravages de celle-ci, ils semblèrent pris d'une sagesse plus grande, et ils se dotèrent d'une organisation plus poussée, plus sophistiquée, les Nations Unies. Ils affirmèrent la volonté, sous l'égide de cette nouvelle organisation, de développer un droit dont les normes devaient conduire à la pacification et à la régulation des relations internationales. Mais ce que je voudrais montrer ici, c'est qu'après l'euphorie créée par ce projet, et quelques années d'un dynamisme positif, car il y a eu quelques années d'un dynamisme positif, mais très vite après, le système alors ébauché s'est enlisé dans une ineffectivité grandissante des normes qu'on avait pourtant définies et un retour qui est aujourd'hui absolument explosif au rapport de force. Et je vais ici suivre ce phénomène à travers 3 séquences. Je montrerai d'abord que le droit international a été très développé dans ses formulations, mais que sa structure en a fait un droit sans portée universelle et très faible dans ses procédures d'application. Dans une seconde partie, j'analyserai l'attitude ambiguë des États porteurs des valeurs sous-jacentes à ce système, attitude qui a permis l'affaiblissement systématique de ce droit. Et enfin, dans une partie conclusive, je dirais qu'il faut à mes yeux à la fois défendre les acquis de ce qui a été ainsi construit de manière fragile, mais le faire sans illusion sur ses possibilités de durée, et en se projetant dans la nécessité d'un système international entièrement repensé. Alors, premier point, un droit international très développé dans ses formulations, mais qui n'a pas de portée véritablement universelle et qui est très faible dans ses procédures d'application. Alors, sous l'égide des Nations Unies, dès la création des Nations Unies, un corpus très impressionnant de droit international a été développé dans différents domaines, mais il s'agit d'un droit déclamatoire qui n'est que très faiblement obligatoire et pas pour tous. Alors, ce développement, il a été dans tous les domaines. Je vais les énumérer rapidement. La Charte des Nations Unies est le texte fondateur, passé sous la forme d'un traité entre États. Je vais revenir tout à l'heure sur le fait que nous soyons régis par des traités uniquement. Passé sous la forme d'un traité, la Charte regroupe la presque totalité des États du monde. Et sous son égide, sous son impulsion, une activité considérable a été déployée pour constituer un corpus de normes internationales. Alors, ce corpus couvre pratiquement tous les secteurs de la vie internationale. Bien sûr, d'abord le domaine des droits de l'homme, Déclaration universelle de 1948, pactes internationaux de 1966, pacte sur les droits civils et politiques, puis sur les droits économiques, sociaux et culturels, et ensuite très nombreuses conventions sur les droits spécifiques, les droits de l'enfant, les droits de la femme, les droits des migrants, contre toutes les formes de discrimination raciale, contre la torture, pour la prévention et la répression du crime de génocide, etc. Seconde partie du corpus, tous les traités relatifs aux relations entre États, Convention sur la relation diplomatique et consulaire, Convention sur les droits des traités, sur la succession d'États en matière de traités, sur le droit de la mer, etc. Troisième partie, celle qui vous est la première, je pense, toutes les conventions relatives aux droits humanitaires en cas de conflit armé. On a vu les précurseurs, Convention de la Haye de 1899 et de 1907, mais après la création des Nations Unies, les conventions de Genève, qui sont vraiment un monument législatif, enfin, contractuel, moi j'y reviendrai, en 1949, et ensuite toutes les conventions tendant à limiter les armements. Alors je n'y reviens pas ici parce que vous les connaissez mieux que moi encore, mais il y en a sur les armes nucléaires, sur les armes bactériologiques, sur les armes chimiques, sur les armes sous munitions, etc., sur les armes classiques, etc. Et malheureusement, nous le savons bien, et c'est sans doute un de vos sujets de préoccupation, certains États signataires de certaines de ces conventions s'en retirent actuellement. Quatrième domaine, celui de l'environnement. Il y a plus de 200 textes internationaux sur l'environnement, la plupart issus de la conférence de Rio en 1992, avec la Convention sur les changements climatiques,
celle sur la diversité biologique, etc. Domaine des relations économiques et commerciales, conventions également très nombreuses. Dans tous ces domaines, qui, vous le voyez, couvrent pratiquement tous les champs des relations internationales, ces conventions ont été préparées en amont par la Commission du droit international, qui est un organe des Nations Unies, qui prépare les textes, qui ensuite sont adoptés par l'Assemblée générale, puis soumis à la signature et à la ratification des États. Je ne vous ai pas donné, faute de temps pour les faire, ça nous aurait retardé la date de toutes les conventions du corpus en question, mais c'est très intéressant d'observer ces dates, parce qu'elles ont presque toutes été prises dans les dernières décennies du XXe siècle. Et il y a eu là un effort de rédaction de textes dans tous les domaines qui était considérable. Mais cet effort est ralenti depuis le XXIe siècle. Mais surtout, et c'est sur quoi je vais revenir maintenant, on ne peut pas considérer que par ces textes, la société internationale soit soumise à une législation, et c'est ça que je veux analyser avec vous ici. Ces textes ont en effet un effet relatif et pas de portée universelle. Ces textes sont des traités, qu'on appelle aussi conventions, les termes sont interchangeables. Mais ça désigne une catégorie très précise en droit, qui est la catégorie des contrats. Les traités sont des contrats entre les États. Or, les contrats, dans tous les domaines du droit et dans tous les pays du monde, les contrats sont des engagements à effet relatif, contrairement aux lois. Les contrats ne valent qu'entre ceux qui les ont signés. Les autres ne sont pas concernés. Et rares sont les traités auxquels tous les États du monde ont adhéré. Et même pour ceux qui ont rallié le plus grand nombre, je pense par exemple à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui est beaucoup d'actualité en raison de l'affaire qui est venue devant la Cour par l'Afrique du Sud. Il y a 153 États adhérents, mais les États qui adhèrent à ces traités peuvent encore assortir leur engagement de réserve qui modifie la portée du traité. Ce qui fait que nous n'avons pas de normes véritablement universelles en droit international. Il s'agit d'un droit à la carte. Il n'est pas le même pour tous. Et nous le savons bien, nous, les conseillers juridiques, quand nous plaidons une affaire devant la Cour, la première chose que nous allons regarder, c'est pour les États qui sont en cause dans cette affaire, quelles sont les conventions qui s'appliquent à eux parce qu'ils y auraient adhéré, et qu'ils y auraient adhéré, si possible, sans réserve. Parce que si ça n'est pas le cas, on ne peut pas opposer ces traités à ces États. Alors, il y a un bémol, mais il est faible, et il ne suffit pas à corriger ce que je viens de dire. Mais il est vrai que la doctrine, suivie par la jurisprudence des juridictions internationales, a tenté de remédier à ce défaut fondamental du droit international en imaginant, en esquissant, je dirais, deux catégories supposées universelles, la coutume internationale et le droit impératif général. Mais ce sont en partie des illusions. Pour la coutume, l'idée, c'est qu'une acceptation tacite par des comportements répétés peut valoir acquiescement à la règle. Mais les États, se méfiant d'être engagés à leur insu, émettent des objections quand une coutume est en cours de construction. Et l'on a dessiné la catégorie d'États objecteurs persistants pour désigner ceux qui refusent d'être liés par une coutume internationale. Donc on ne peut pas dire que cette catégorie de normes est une portée universelle. Quant au droit impératif général, cette catégorie correspond à l'idée qu'il y a, et l'idée est bonne, qu'il y a entre les membres de la société internationale des normes communes auxquelles on ne peut déroger en aucun cas. Alors, la Commission du droit international en a fait la liste. Interdiction de la torture, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, interdiction du recours à la force, etc. Mais là encore, cela reste une illusion. Je vais en donner deux exemples. La France, notre cher pays, a refusé d'adhérer à la Convention de Vienne sur le droit des traités pour la raison selon laquelle cette convention consacre l'existence de normes de droit impératif général. La France ne veut pas de cette catégorie. Quand vous interrogez le Quai d'Orsay là-dessus, on vous répond que ce n'est pas qu'on est contre la catégorie, c'est parce qu'elle n'est pas suffisamment précise.
Or, c'est une erreur tactique considérable, parce que pour que la catégorie devienne plus précise, il faut d'abord y adhérer, et ensuite c'est la jurisprudence qui construit le contenu de la catégorie. Et la Cour internationale, dans son dernier avis consultatif, que Patrick Zant a cité tout à l'heure, a répété, parce qu'elle l'avait déjà dit, que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes faisait partie de la catégorie du droit impératif général. Mais Israël a déclaré rejeter cet avis qu'il considère comme antisémite. Nous restons donc sans normes à portée universelle effective en droit international. Et c'est l'effectivité des normes qui compte quand même. D'où ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, les procédures d'application qui sont extrêmement faibles. Parce que dans tout système juridique, la norme repose sur des procédures d'application, notamment judiciaires, qui font la force de la norme juridique. Non pas que la sanction soit absolument déterminante, mais c'est l'idée de la sanction, l'idée qu'il existe une sanction qui fait la force de la norme. Et à cet égard, le système international est totalement défaillant. Parce que les deux grandes juridictions internationales actuelles, la Cour internationale de justice de La Haye qui a été créée avec les Nations Unies et la Cour pénale internationale qui a été créée postérieurement, n'ont pas de compétences obligatoires à l'égard de tous les sujets de droit. Leur compétence est facultative. Elle dépend de la volonté des justiciables qui peuvent décider de se soustraire aux juges. En droit international, il n'y a que deux exemples de juridiction obligatoire. C'est la Cour européenne des droits de l'homme, qui est obligatoire pour tous les États membres du Conseil de l'Europe, et l'organe de règlement des différends de l'OMC, qui n'est plus beaucoup d'actualité vu que cette organisation a sombré ou est en train de sombrer. Mais son organe de règlement des différends est obligatoire pour les États membres. Alors pour la Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire principal des Nations Unies, elle ne peut statuer que si elle a vérifié préalablement que les États concernés, alors le requérant en général accepte la compétence de la Cour, mais le défendeur, on vérifie qu'il ait bien accepté la compétence de la Cour. Et si tel n'est pas le cas, la Cour décline sa compétence. Or, il n'y a actuellement qu'un tiers des États membres des Nations Unies qui ont accepté par avance une déclaration spéciale qui dit qu'ils acceptent la compétence de la Cour. Alors, il y a le cas, en plus de ces déclarations d'acceptation de la juridiction de la Cour peut être compétente quand on invoque devant elle une convention internationale dans laquelle il y a une clause de compétence obligatoire de la Cour. C'est-à-dire une clause dans laquelle les États disent qu'ils s'engagent par avance à aller devant la Cour s'il y a un différend sur l'interprétation ou l'application de la Convention. C'est sur cette base que l'Afrique du Sud a traduit Israël devant la Cour à propos de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et que le Nicaragua a fait de même contre l'Allemagne. Mais plusieurs remarques encore à préciser à ce propos. D'abord que seuls certains traités comportent cette clause, et ils sont de moins en moins nombreux à introduire une clause de ce genre. Ensuite, les États signataires de ces traités peuvent avoir adhéré au traité en refusant la compétence de la Cour par une réserve. C'est le cas des États-Unis, pour la Convention sur la répression et la prévention et la répression du crime de génocide. Ils ont signé la Convention, mais ils ont fait une réserve sur la compétence de la Cour. Et il faut encore ajouter que quand la Cour est saisie sur cette base-là, la base d'une convention précise, elle ne peut juger que de l'interprétation ou de l'application de la Convention. Sa compétence est enfermée quand même. Pour la Cour pénale internationale, elle ne peut juger que les personnes qui appartiennent aux États ayant adhéré à son statut ou qui ont commis des actes qui sont amenés devant elle parce que commis sur le territoire d'un État ayant adhéré. C'est comme ça que Netanyahou fait l'objet d'une plainte de la Cour pénale internationale. Parce que le territoire de la Palestine, Israël n'a pas adhéré, mais la Palestine a adhéré. Vous voyez que toutes ces restrictions
sur la compétence des deux grandes juridictions explique le peu d'impact de ces juridictions. Et ça explique aussi la multiplication des demandes d'avis consultatifs à la Cour internationale de justice. C'est un biais par lequel certains États ou certains peuples tentent d'obtenir la parole du droit pour conforter leur position. Mais un avis consultatif n'a pas d'effet contraignant. Et dans le cas des avis qu'on a cités tout à l'heure, celui de 2004 sur le mur construit par Israël en Palestine, celui de 2024 sur les politiques d'Israël, celui à venir sur la fermeture des bureaux de l'UNRWA, la parole de la Cour est sans effet contraignant et Israël a dit, répété, avis consultatif, ça ne me concerne pas. Alors, bon, ce tableau est rapide, mais faute de temps, je ne peux pas creuser davantage. Mais je veux en venir maintenant à ce qui, à mes yeux, le plus important, c'est de vous amener avec moi à rechercher d'où vient cette situation. Or, et c'est ma deuxième partie, une attitude ambiguë des États porteurs de ces valeurs-là a permis l'affaiblissement systématique de ce droit. Il faut en venir à ces racines-là pour bien comprendre la situation. La Seconde Guerre mondiale a été suivie par un état de grâce. Vu la génération à laquelle j'appartiens, moi j'ai connu ça, j'étais adolescente, mais on était porté par cet état de grâce. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, on avait l'impression qu'on entrait vraiment dans un monde meilleur. On mettait en place les bases d'un système qui allait nous protéger, qui allait nous garantir. Plus jamais ça. Et il y a eu une dynamique positive pendant plusieurs décennies. J'ai montré la très grande créativité des Nations Unies sur le plan des normes. Il y a eu un foisonnement de textes très important. Le monde est doté d'une législation virtuelle, mais elle est seulement virtuelle pour les raisons sur lesquelles je vais revenir maintenant. Alors, je ne sais pas quand a eu lieu le retournement, mais c'est un fait qu'à cette période, cet état de grâce et cette période de créativité, qui a été très certainement jusqu'au moment où le point qui n'avait pas été accompli par la charte, c'est-à-dire la décolonisation, a été accompli, et a été accomplie, y compris au sein des Nations Unies. Elles n'ont pas eu l'initiative. Mais quand les pays en lutte, l'initiative, c'est les pays en lutte, les peuples en lutte. Quand le Vietnam, l'Algérie, les colonies portugaises ont fait en sorte, par leur lutte de libération nationale, que les Nations Unies s'emparent de la question et prennent les grandes résolutions sur la décolonisation, alors on a eu vraiment là un accomplissement général qui semblait très positif. Le retournement a eu lieu après, et c'est un fait qu'après cette période positive, il y a eu un mouvement contraire par lequel, peu à peu, le droit international a été affaibli, discrédité, et finalement par lequel de plus en plus d'États ont choisi aujourd'hui de s'en affranchir, y compris officiellement. Et aujourd'hui, ni le droit de la paix, découlant de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire l'interdiction du recours à la force, ni le droit humanitaire en cas de conflit armé, qui résulte des conventions de Genève de 1949 et de tous les textes complémentaires, ne sont respectés nulle part. Et de même, la Déclaration universelle, les pactes internationaux, la Convention contre le génocide, contre la torture, contre l'apartheid, sont bafoués dans une contestation qui est de plus en plus ouverte du droit international et du multilatéralisme, c'est-à-dire de l'existence même d'une organisation capable de le mettre en œuvre. Alors il faut analyser cette désaffection pour le droit international en distinguant les différentes formes qu'elle prend, mais nous devons aussi rechercher d'où cela vient, ce qui permet de mettre en lumière les faiblesses structurelles du droit international. Donc il y a une désaffection, elle est aujourd'hui générale, mais il faut distinguer la désaffection revendiquée et celle qui s'opère clandestinement. La désaffection revendiquée, elle vient de cette partie du monde qui n'a pas contribué à l'élaboration des normes aujourd'hui contestées. Il s'agit principalement des sociétés asiatiques qui développent des valeurs communautaires
autour d'une profonde déférence à l'autorité et au mépris, il faut bien le dire, de la liberté individuelle. Et puis dans d'autres sociétés, notamment les sociétés musulmanes, les droits et libertés sont dictés par les préceptes de la religion et non pas par le droit international. Et on a même l'Église orthodoxe qui a fait adopter en 2006 une déclaration des droits et de la dignité de l'homme qui se pose en alternative à la Déclaration universelle. Et puis, il y a aussi une contestation de l'universalisme du droit international de la part de groupes ou de mouvements situés en Occident. C'est le cas notamment des populations d'origine musulmane qui sont venues par les flux migratoires post-coloniaux. Mais ces populations qui sont profondément religieuses rejettent la sécularisation des sociétés où elles se trouvent. Et puis, il y a maintenant, à l'intérieur même de l'Europe, les pays d'Europe de l'Est qui contestent les systèmes démocratiques et les contrôles judiciaires qui sont constitutifs de l'état de droit et qui agitent leur appartenance à la chrétienté pour justifier leurs dérives autoritaires en revendiquant une identité de chrétien blanc. Ça, c'est la désaffection assumée. Et puis, il y a la désaffection clandestine. Et sur celle-là, je veux insister. C'est celle des gouvernements occidentaux eux-mêmes qui sont à l'origine de ce droit et qui se targuent de le promouvoir. Alors, le discours officiel prétend un strict respect de ce droit et les pratiques démentent souvent fortement. Alors, je vais seulement donner quelques exemples, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Les textes fondateurs du droit international, la Charte des Nations Unies en 1945, la Déclaration universelle en 1948, ont été des productions des États occidentaux qui s'en vantaient. C'était leur marque de fabrique. L'Afrique sous domination coloniale n'avait alors pas de voix, ainsi qu'une grande partie de l'Asie et de l'Océanie. Et c'est comme ça que les rédacteurs de ces textes ont proclamé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tout en restant des colonisateurs, s'opposant par des guerres sanglantes à la volonté des peuples de bénéficier de ce droit. La France a mené la guerre d'Indochine, les massacres de Madagascar, la guerre d'Algérie, avec des violations massives des normes du droit humanitaire, l'usage du napalm, l'usage de la torture, alors que nous étions promoteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais la France n'est pas seule là-dedans. Les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni ont pratiqué des exactions totalement contraires aux principes auxquels ils avaient solennellement souscrit par ailleurs. Ça, c'est pour les pays colonisateurs. Les États-Unis se sont livrés jusqu'en 1975 contre le Vietnam à une guerre d'agression avec l'usage de l'agent orange dont les effets meurtriers se font encore sentir 5 décennies plus tard. Les 2 guerres menées contre l'Irak ont été menées en violation flagrante du droit international, même s'il y a eu ensuite des résolutions du Conseil de sécurité pour la Seconde Guerre essayant de la légitimer, mais avec y compris violation de l'interdiction de la torture qui a été pratiquée dans la tristement célèbre prison de Abu Ghraib. Et quant à Israël, ce pays adossé étroitement au groupe des pays occidentaux, alors là, il bafoue le droit international de manière absolument générale. Refus de reconnaître le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. Mépris de l'interdiction du recours à la force. Mépris des traités sur les droits de l'homme et sur la non-discrimination. Mépris de l'interdiction de l'apartheid et de tout le droit humanitaire en cas de conflit armé. Et ses alliés, notamment les États-Unis, mais pas seulement les États-Unis, les pays européens aussi, sont complices par leur coopération militaire, financière, technologique. Et la paralysie du Conseil de sécurité est due à cette complicité. Et du côté de l'Union européenne pourrait activer l'article 2 de l'accord passé entre l'Union européenne et Israël et considérer que les violations des droits de l'homme commises par cet État justifient la suspension de l'accord de coopération. Mais c'est un non-sujet au niveau de l'Union européenne. Et les 2 avis consultatifs rendus par la Cour internationale de justice, 2004 et 2024, condamnent en termes clairs les politiques d'Israël et sont restés lettre morte.
Alors, je voudrais ajouter encore, parce qu'il faut aller au fond des choses, que les États-Unis et la France ne reconnaissent pas la juridiction de la Cour internationale de justice et se dérobent ainsi à l'application du droit international. C'est quelque chose qui surprend souvent mes auditeurs quand je parle de ça, parce que c'est très peu connu. Lorsque la Cour a été créée, sur les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine et l'Union soviétique n'ont pas voulu reconnaître la juridiction de la Cour. C'était un tribunal bourgeois. Mais les 3 pays de l'Ouest, États-Unis, Grande-Bretagne et France, je parle des membres permanents, ont adhéré au statut de la Cour. Mais les États-Unis s'en sont retirés quand ils ont perdu leur procès contre le Nicaragua en 1986. Et la France s'en était retirée avant, en 1974, quand la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont voulu mettre en cause les essais nucléaires dans le Pacifique. Et dans les 2 cas, croyant perdre ou assurés de perdre, les 2 grands États ont dit « nous ne reconnaissons plus la compétence de la Cour internationale de justice ». Ils n'y sont jamais revenus. Peu de gens savent cela. Par ailleurs, ces grandes conventions que je citais tout à l'heure, qui sont quand même le socle commun qui permet à une société de se construire sur un droit partagé par tous, eh bien, les États-Unis n'ont adhéré ni à la Convention sur le droit de la mer, dont ils demandent à d'autres États de l'appliquer d'ailleurs, c'est très intéressant, ni à la Convention sur les droits de l'enfant, ni au traité d'interdiction des mines antipersonnelles, ni au statut de Rome sur la Cour pénale internationale. Ne parlons pas du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Vous connaissez ce sujet autant que moi. Et les mêmes États-Unis ont refusé de s'incliner devant la décision de la Cour internationale de justice prise contre eux dans l'affaire avec le Nicaragua en 1986, mais également plus tard par une décision de 2004 dans laquelle la Cour internationale leur imposait de ne plus exécuter, puisqu'ils ont encore la peine de mort, des ressortissants étrangers qui n'avaient pas bénéficié de leurs droits consulaires. Les États-Unis ne se sont pas inclinés devant la décision de la Cour et ils ont été jusqu'au bout de l'exécution. Et aujourd'hui, évidemment, avec le second mandat de Donald Trump, les États-Unis ne se cachent plus de mépriser le droit international et les institutions internationales, puisqu'ils se sont déjà retirés de l'OMS. Alors, finissons le tableau. Allons jusqu'au bout. Les États qui ont été des colonisateurs, et ont été obligés par les peuples sous leur domination à leur rendre la liberté dans le grand mouvement déclenché dans les années 60, ont cependant tentent encore, de manière que je dirais piteuse, de maintenir une domination coloniale sur certains territoires. Le Royaume-Uni, lorsqu'ils ont décolonisé l'île Maurice en 1968, ont détaché de ce territoire certaines îles, les Chagos, qui en étaient la dépendance. Il a fallu un avis consultatif de la Cour internationale en 2019, c'est récent, pour que cela soit dénoncé. Et la Cour a dit, mais les Chagos font partie de l'île Maurice, le Royaume-Uni doit rendre les Chagos et ramener les Chagossiens, parce que vous connaissez peut-être l'affaire, le Royaume-Uni en 1968 a gardé les Chagos parce que le Royaume-Uni avait promis aux États-Unis un bail de longue durée, c'est la base de Diego Garcia, c'est une des îles Chagos. Et les États-Unis ont dit oui, on va prendre ce bail sur le... C'est de là que sont partis les B-52 pendant la guerre du Vietnam, et c'est de là que partent les opérations en Irak ou dans d'autres... C'est de là que les États-Unis, ces jours-ci, disent qu'ils vont peut-être bombarder l'Iran. Les États-Unis ont demandé qu'il n'y ait plus d'habitants, pour qu'il n'y ait pas des regards curieux sur ce qu'ils faisaient. Donc le Royaume-Uni a vidé les 4000 Chagossiens qui étaient là, et les a ramenés dans la banlieue de l'île Maurice. Les Chagos, finalement, ont été déclarés par la Cour internationale de justice dépendance de l'île Maurice et que le Royaume-Uni devait les rendre. Le Royaume-Uni a traîné un peu les pieds, ça a pris déjà plusieurs années, mais récemment, ils ont fini par ramener des Chagossiens et dire que les Chagos étaient effectivement l'île Maurice, sauf Diego Garcia. Et quant à la France, elle est engagée aujourd'hui dans une véritable répression coloniale contre le peuple kanak en Nouvelle-Calédonie. Et elle refuse à celui-ci les conditions de réalisation qu'on lui a promis plusieurs fois
Il y a eu des hommes politiques français intelligents qui avaient fait des promesses valables, les accords de Longchamp, les accords de Nouméa. Mais aujourd'hui, le droit à disposer d'eux-mêmes est refusé au Kanak. On verra. La question n'est pas encore fermée, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors, bon, mon tableau est sévère, mais je crois qu'il est simplement proche de la vérité. Maintenant, je voudrais vous amener avec moi dans le plus difficile, qui est de comprendre que ces violations du droit international ont été rendues possibles par une contradiction qui est inhérente à ce droit lui-même. La situation que je viens de décrire, elle est extrêmement inquiétante, parce qu'une société dans laquelle le droit peut être manipulé ou contesté, où sa réalisation n'est pas contrôlée par un juge, c'est une société qui est livrée au rapport de force, ce qui encourage la domination des plus forts, et nous y sommes. Mais il est tout à fait vain de dénoncer cette situation si on ne pousse pas plus loin l'analyse. Cette situation n'a pu se développer que parce qu'il y avait un élément destructeur du droit international qui a permis aux États d'échapper aux normes qu'ils promouvaient en apparence. Et aujourd'hui, cette situation se retourne contre eux, mais on dépend de tout le système qui est ébranlé dans ses fondements. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du fait que la Charte des Nations Unies affichait une volonté très inédite, imposer aux États des règles de vie commune, notamment avec l'interdiction du recours à la force, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et tout le droit international. Mais l'interdiction du recours à la force était inouïe comme innovation, parce que depuis des siècles, depuis Grotius, le traité de droit international, fondateur du droit international, c'est un traité du droit de la guerre et de la paix, car la guerre faisait partie des droits régaliens des États. Et là, tout d'un coup, en 1945, on dit « ça suffit, on vous enlève ce droit régalien ». Mais c'était un contrat, on enlevait le droit régalien du recours à la force, mais on donnait la sécurité collective. Mais le nœud du problème d'aujourd'hui, c'est qu'en faisant ça, que je trouve très bien, on a introduit le ver dans le fruit parce que parallèlement, la charte garantit aux États le respect de leur souveraineté. Or, la souveraineté, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept très ambigu, très ambivalent, qui est très porteur. Tous les peuples veulent être souverains, parce que l'idée de la souveraineté, c'est la liberté, c'est la dignité, c'est etc. Mais juridiquement, dans la technique juridique, la souveraineté, c'est un pouvoir originaire. C'est-à-dire c'est le pouvoir qui s'engendre lui-même. Il n'y a rien au-dessus. Le souverain ne reconnaît de règles que celles auxquelles il accepte de souscrire, et non pas des règles qui lui seraient imposées malgré lui. Garantir les souverainetés, comme on l'a fait dans la Charte, c'était admettre que les États souverains puissent se soustraire à l'application du droit international. Alors, personne ne l'a dit comme ça, et c'était ça la réalité. Alors, au début, ça ne s'est pas trop vu parce que les États ont joué le jeu. Même les grands États, puisque je vous le disais, la France, les États-Unis avaient accepté la juridiction de la Cour internationale, etc. Et puis petit à petit, l'ivresse de la souveraineté les a repris, car la souveraineté, c'est une ivresse. C'est pour ça que j'ai fait ce petit bouquin récemment, En finir avec la souveraineté. Et le projet d'un droit international efficace, appliqué, éventuellement sanctionné, n'est pas réalisable sans une mise en cause des souverainetés. Dès la création de la Société des Nations en 1918, Georges Sell a consacré tout son travail à mettre en lumière cette contradiction. C'est pour ça que j'ai fait ce bouquin avec Georges Sell. Georges Sell est mort depuis longtemps. Mais c'était des textes de Georges Sell qui ont été republiés, dont j'ai fait le commentaire, parce que je voulais retravailler cette contradiction mise en lumière par Georges Sell à l'époque. Et aujourd'hui, je m'inscris dans cette tradition, mais de la même manière que Georges Sell, je suis dans le même isolement, parce que mes collègues en droit international n'aiment pas beaucoup faire la critique de la souveraineté. Et pourtant, c'est l'évolution de cette contradiction
entre la souveraineté et le droit international qui peut nous éclairer sur les raisons de la situation d'aujourd'hui. Les États occidentaux, auteurs de la charte, quand Churchill, Staline et Roosevelt ont conçu l'idée de la charte dans leurs rencontres qu'ils aimaient bien, à la Yalta, au Caire, etc., en fumant leurs cigares, il y a des belles photos, ils ébauchaient la suite pour le monde. Ils n'avaient pas envie de céder complètement sur les possibilités de domination. Il fallait qu'il leur reste quelque chose de cet ordre-là. Alors, en même temps, l'affichage, c'était que justement, on allait fonder une société internationale dans laquelle il n'y aurait plus de possibilité de domination. Mais ça avait été déjà la préoccupation des États européens au moment des traités de Westphalie en 1648, quand on a mis fin à la guerre de 30 ans. Déjà, les traités de Westphalie ébauchaient l'idée d'un ordre européen. Puis après ça, après les guerres napoléoniennes, on a recommencé au congrès de Vienne en 1815. On va chercher un équilibre européen. Mais on a bien vu les prétentions hégémoniques de l'Allemagne pendant le 19e et tout le début du 20e siècle ont bien montré qu'un engagement politique, comme avaient été les traités de Westphalie ou le congrès de Vienne, un engagement politique n'était pas suffisant. Si on voulait éliminer la domination, il fallait des mécanismes juridiques adaptés. Et ça a été le cœur de la Charte des Nations Unies, l'interdiction du recours à la force. C'est le principe cardinal. Et les Nations Unies parlent du principe d'égalité des États. Mais la phrase, malheureusement, c'est l'égalité souveraine des États. C'est-à-dire qu'on garantit l'égalité, on garantit en même temps la souveraineté. Donc les États qui ont eu l'initiative de cette avancée dans l'édification d'un monde soumis au droit n'ont pas été sincères. Ils ont utilisé leur souveraineté pour consolider des positions de domination. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le colonialisme n'était pas banni par la Charte des Nations Unies. Évidemment, le Royaume-Uni et la France n'avaient aucune intention en 1945 d'abandonner leur colonie. Ça n'était que plus tard, sous l'effet des luttes de libération. Et rappelez-vous que pendant la guerre d'Algérie, la France s'opposa à ce que les Nations Unies mettent cette guerre en débat à l'Assemblée générale, en invoquant le fait qu'à ses yeux, il s'agissait là d'une question relevant de la compétence nationale. Ils ont évoqué l'article 2, paragraphe 7 de la Charte, qui dit que les Nations Unies ne sont pas compétentes pour les questions qui relèvent vraiment de la compétence nationale. L'Assemblée générale n'a pas suivi la France. Elle a mis la question algérienne à son ordre du jour. Mais on voit bien les résistances qu'il y avait de la part des grandes puissances. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les peuples asservis se sont emparés de la charte comme d'une arme de libération. Parce que comme on avait mis dans les principes fondateurs de la charte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ils en ont appelé au droit international pour se libérer. Mais la contradiction entre ce droit international et la souveraineté des États n'était pas dépassée pour autant. Parce que le seul débouché du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça aurait dû vouloir dire faire absolument ce qu'on veut, inventer des formes nouvelles de gestion des sociétés. Or, tous les peuples qui se sont libérés de cette manière se sont glissés dans le moule des États souverains. Ça a été le seul débouché du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, devenir des États souverains comme l'étaient les colonisateurs. C'est-à-dire que les positions de pouvoir, et même, je dirais, les positions de majesté du colonisateur, c'est le gouverneur général, qui est le plus bel endroit du pays, dans un palais magnifique, etc., qui sortait avec sa belle voiture et tout ça. Le désir de souveraineté a agité ces peuples, ils sont devenus des États souverains comme étaient les colonisateurs. Alors, ils ont essayé même d'aller plus loin. Ils ont revendiqué la souveraineté sur les ressources naturelles, la souveraineté économique. Ça a été toute la bataille aux Nations Unies dans les années 60-70. Ça s'est enlisé dans quelques discours de l'Assemblée générale, quelques résolutions non contraignantes. À partir de là, ces pays nouveaux, venus arriver dans la communauté des États, ont joué le jeu de la souveraineté leur appartenant et du marché mondial, et ont utilisé la souveraineté
pour exercer une domination sur leur propre peuple. Parce que la souveraineté, c'est aussi ça, c'est aussi la non-ingérence de la part des autres pays. Donc je fais ce que je veux chez moi, y compris d'écraser mon peuple. Et puis ils se sont engagés dans une course à la domination dans l'espace international, comme la politique de la Chine en est l'exemple. Donc les peuples de ces pays ont été libérés du colonialisme, mais finalement soumis à des régimes autoritaires quelquefois semblants. Dans la phase actuelle, ces sociétés poussent leurs économies dans la voie d'un productivisme accéléré, particulièrement en Asie. Mais alors le droit international est un obstacle. Le droit international économique, parce qu'il y a beaucoup de normes de droit international économique. Mais donc, on va imposer des règles en matière de politique sociale, de politique environnementale, de politique technique. Les États ne veulent pas. Et donc, ils sont hostiles au droit international. Et il leur est facile de s'engouffrer dans la voie qui avait été ouverte par ceux-là même qui avaient fondé le droit international, mais qui se sont réservés de ne pas l'appliquer pour en faire autant. La différence essentielle, c'est que le refus du droit international n'est plus clandestin, comme il était par les pays occidentaux, qui avaient un double discours. Non, non, on est pour le droit international. Ce qu'on fait par derrière, c'est autre chose. Aujourd'hui, le refus du droit international est théorisé. Et le droit international est discrédité dans ses fondements mêmes. L'idée d'universalisme est contestée, et l'Occident se trouve dans une position extrêmement dégradée, parce qu'il est fortement concurrencé sur le plan technologique, industriel et commercial, et il est déconsidéré dans ses valeurs parce qu'il les a lui-même trahies trop souvent. Alors, en conclusion, petite partie conclusive, je voudrais dire que la situation est difficile. Hein. Sortir par le haut n'est pas évident. Mais je crois que je défendrai deux idées. Il faut défendre les acquis sans illusion sur les forces que nous avons dans la bataille, mais il faut les défendre, bec et ongles. Et puis, il faut se projeter dans un système international entièrement repensé. Alors, nous devons d'abord nous demander sur quelles valeurs communes le droit international doit-il être aujourd'hui consolidé. Et puis, quelles sont les conditions institutionnelles et sociales qui permettraient un projet novateur. Sur les valeurs, je ne vais pas entrer dans les détails ici, des valeurs qui pourraient être communes à l'humanité dans son ensemble. Je me bornerai à dire ici que les valeurs véhiculées par l'Occident pour promouvoir le droit international, celles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ne sont pas à rejeter en elles-mêmes, loin de là. Parce qu'elles étaient porteuses de ce à quoi tous les humains aspirent, à savoir ne pas tomber sous la domination soit de puissances étrangères, soit de régimes internes qui asservissent leur population. Et les régimes qui les contestent, notamment la Chine par exemple, au nom d'un respect de l'autorité qui interdirait de critiquer les politiques d'État, ou les régimes théocratiques comme le régime iranien ou celui d'Arabie Saoudite, qui veulent imposer à l'ensemble de la société des normes d'origine religieuse, tous ces régimes connaissent des oppositions internes, plus ou moins muselées, mais qui témoignent des aspirations à la liberté de leur peuple. Donc on peut en conclure que les aspirations au respect des personnes, de leur dignité, de leur vie, aux libertés de conscience, de pensée, d'association, ces aspirations sont partagées par la totalité des humains. Et cela doit permettre de construire un socle commun de droits protégeant ces aspirations. Et tous les peuples, comme tous les individus, lorsqu'ils font face à un différend sur la réalisation de leurs droits, souhaitent disposer d'une instance judiciaire capable de trancher le différend avec objectivité. Alors, le problème, c'est que pour trouver une nouvelle force, une nouvelle portée universelle, en réalité, les valeurs contenues dans ces grands textes doivent être remises en jeu, redébattues et adoptées à nouveau dans des forums nouveaux, dans des forums adaptés. Alors la chose semble très lointaine aujourd'hui, parce qu'il y a deux conditions. Il faut un groupe impulseur qui ne représente pas des intérêts particuliers, qui n'ait pas d'arrière-pensée. Donc, il faut que nécessairement ne viennent pas des États dominants d'aujourd'hui,
ni des organisations internationales existantes qui sont dominées par ces États. Et puis, il faut une opinion publique mondiale allant dans ce sens. Donc, ce renouveau d'un droit universel, il ne pourra pas venir de l'intérieur du système actuel par une simple réforme. Le système n'a plus de légitimité internationale. Le principe de domination, qui avait été validé par la Charte avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Ce principe, dans le texte, il est garanti perpétuellement. Là aussi, c'est quelque chose qui m'irrite un peu. Je vois partout, ici et là, on parle de réforme des Nations Unies. Non, il n'y aura pas de réforme des Nations Unies. Les articles 108 et 109 demandent qu'une réforme soit validée par le Conseil de sécurité avec le vote positif unanime des 5 membres permanents. Il n'y aura pas de réforme. Même pas le bricolage du Conseil de sécurité dont on nous parle tout le temps. On nous dit il faut amener quelques pays du tiers-monde, on va mettre le Brésil, on va mettre l'Inde, etc. Non. Parce que quand on sera arrivé à ce point de la négociation, on n'y est pas encore, vous pensez bien que la Russie, la Chine, les États-Unis ne seront pas d'accord sur le nom de ceux qu'on ferait rentrer dans la fameuse liste. Et d'ailleurs, pourquoi agrandir le nombre des membres permanents? Les membres permanents, c'est l'aristocratie du monde. Une aristocratie, qu'est-ce que c'est? C'est une catégorie de la population qui a des titres définitifs, qui se renouvellent par la naissance et qui ne sont pas contestables, donc héréditaires. Ben, c'est ça les membres permanents, puisqu'ils sont permanents. Le Conseil de sécurité est un organe aristocratique au sens juridique du mot. Donc, il ne faut pas penser en termes on va réformer les Nations Unies. Il faut affronter la difficulté de face. Les Nations Unies ont perdu en crédibilité. Il y a encore des bonnes choses, il faudra les sauver. Il faudra les sauver avec l'accord d'un autre public que celui qui a créé la Charte en 1945 et dans un autre forum. Donc il faut se situer nécessairement en dehors du système actuel parce qu'il est inamendable. Donc il faut s'appuyer sur la société civile dans le monde entier. C'est très difficile, j'en conviens. Mais ça n'est pas impossible parce qu'il y a des mouvements de société civile dans tous les pays. Le problème est de faire la jonction. Il y a eu des moments, vous savez, ce qu'on avait appelé le Forum social mondial. C'était un essai de jonction, justement, des forces progressistes dans le monde entier. Je crois qu'il est assez affaibli. Mais bon, il faut imaginer la manière de faire, mais il faut aussi imaginer la clé, l'expression qui résume ce qu'on veut faire. Et je pense que l'expression qui résume ce vers quoi il faut aller, qui pourrait entraîner les peuples, c'est de créer une société internationale fondée sur un principe non hiérarchique. Parce que le Conseil de sécurité, avec les membres permanents, avait réintroduit un principe hiérarchique dans la société mondiale, tout en proclamant qu'elle était démocratique et que c'était l'égalité des États. Mais ce n'était pas vrai. Et donc là, il faut vraiment réimaginer une société fondée sur un principe non hiérarchique, c'est-à-dire qu'au niveau national, les sociétés nationales soient considérées comme des associations d'hommes libres, d'hommes au sens hommes et de femmes évidemment, et que la société mondiale soit organisée et garantie comme une association de peuples libres. Et les institutions dont cette société mondiale aura se doter devront être imaginées de manière à empêcher toute tentative par l'un des membres de confisquer la place de l'universel au profit d'intérêts particuliers. Parce que c'est ça qui s'est passé avec les Nations Unies. Les Nations Unies se voulaient une organisation universelle. Mais la place de l'universel dans le Conseil de sécurité a été confisquée par les 5 permanents. Il faut que la place de l'universel reste ce que certains philosophes appellent un lieu vide, c'est-à-dire un lieu où nous nous référons d'appartenir au même groupe, mais sans le remplir avec les intérêts des uns ou des autres, un lieu de référence. Ça suppose une opinion publique mondiale convaincue de la nécessité de ce nouveau programme politique anti-hégémonique, aussi bien comme nouvelle conception de la démocratie dans les sociétés internes que comme base d'un nouvel universalisme. Alors ça paraît complètement décalé, j'en conviens, par rapport aux réalités actuelles, j'assume, parce qu'il est déjà difficile de construire des objectifs d'intérêt national, alors élaborer des mouvements d'idées prenant en charge le principe d'une société mondiale soumise au droit, ça semble utopique.
Mais l'utopie, ça n'est pas ce dont on rêve comme étant inaccessible. Ça, c'est le sens courant du mot utopie. L'utopie, le sens en philosophie politique du mot utopie, c'est la pensée de ce monde d'ailleurs qui n'est pas encore advenu. Donc il tient à nous de le rendre réalisable, et cela suppose d'abord de l'évoquer, au moins en parler, c'est déjà le faire advenir. Et je crois, ça sera mon mot de conclusion, que les événements, peut-être dramatiques, vont nous servir d'accélérateur. Parce que les guerres en cours, sans perspective, sans procédure pour y conduire, la multiplication des dérèglements humains, tous ceux qui vous ont conduit à créer votre observatoire des périls planétaires, un danger considérable. Allons-nous laisser tout cela se développer dans un système mondial qui est à bout de souffle, ou est-ce que nous allons savoir convaincre qu'il faut se mettre à l'ouvrage pour préparer une alternative véritablement universelle à ce qui a déjà été essayé 2 fois, Société des Nations, Organisation des Nations Unies, mais qui a échoué. Et ne pas le faire, c'est laisser advenir la catastrophe dans l'indifférence. Je crois que ça n'est ni votre attitude ni la mienne. Je vous remercie de votre attention. J'ai été trop longue, je suis désolée. Beaucoup trop longue, pardonnez-moi. Professeur Chemier-Gendreau, vous auriez dû m'interrompre, Patrick. Non. Moi, je sais, j'ai vu le temps passer. J'ai choisi de ne pas le faire et sans avoir consulté notre président. Vous nous avez fait rêver les yeux ouverts, votre utopie qui n'en est pas une, puisque le temps prête et invite, voire exige de vous écouter et d'écouter tous ceux qui, face à tous ces périls, à tous ces dysfonctionnements, à toutes ces violations qui indignent tout le monde et qui affectent d'humanité et de sécurité commune. Tous ceux qui étaient là, qui vous ont écouté, partagent cet avis. Je n'ai pas perdu une miette, et je pense que personne n'a perdu une miette de ce que vous avez dit d'une manière magistrale, parce que très construite et très argumentée. Et je crois que le bilan que vous mettez dans votre deuxième partie était très convaincant, évidemment. Et votre conclusion nous invite à travailler à IDN et ailleurs. Et nous faisons partie de cette société civile. Et je suis sûr que parmi nous, nous serons tous d'avis qu'il y a du pain sur la planche et que la page est ouverte et qu'il faut... Je donnerai maintenant la parole, ouvrir un débat, comme je l'ai dit, de questions et de réponses. Vous êtes invité à mettre votre... Je vois qu'il y a déjà quelques questions qui sont dans le chat. Peut-être, Blaise, tu les as aussi notées. Je n'ai pas eu le temps de les lire parce que je prenais des notes. Donc, je donne la parole au général Bernard Norlin, notre président, qui va peut-être initier ce débat en rebondissant sur ce que vous venez de nous dire. Bernard, tu as la parole. Oui, merci, chef professeur. Je vais, pour cette intervention extrêmement passionnante et très intéressante et nous place nous aussi au centre de nos préoccupations dans notre association et particulièrement dans le cadre de l'Observatoire des périls planétaires. D'abord, c'était très instructif parce que j'ai appris ce que je ne savais pas, que la France n'acceptait pas, ne reconnaissait pas la juridiction de la Cour internationale de justice. Et voilà, donc c'était à la fois très instructif et aussi je vous remercie de ce que vous avez dit à propos de l'utopie parce que on nous traite très souvent d'utopistes, de naïfs et d'utopistes par-dessus le marché. Donc je vais être très bref parce que est-ce que vous ne pensez pas que dans la situation actuelle, qui est un déchaînement géopolitique absolument sans aucune limite et qui repose beaucoup sur l'exacerbation, l'utilisation du nationalisme, un nationalisme exacerbé. Donc, ça renvoie à ce que vous avez dit à propos de la souveraineté. Mais on voit que d'un autre côté, le monde de demain qui nous attend, c'est un monde en particulier où ces périls planétaires vont devenir de plus en plus pressants, prégnants. Est-ce que vous ne pensez pas que pour surmonter cet antagonisme entre ce nationalisme individualiste, je parle des États-nations, qui s'oppose
à la nécessité collective pour surmonter les périls planétaires, puisqu'il faut, pour surmonter ces périls planétaires, et en particulier les armements nucléaires, il n'y a que l'action collective qui puisse permettre de surmonter ces périls. Est-ce que vous ne pensez pas que la montée de ces périls va peut-être être un facteur de prise de conscience de cette nécessité du collectif et d'un changement dans la notion de souveraineté? Écoutez, je vais vous répondre tout de suite. Moi, j'en vois les effets immédiats. C'est que, alors que ma pensée critique du droit international était extrêmement marginalisée, parce que les collègues préfèrent offrir un tableau positif du droit international que ce tableau très critique que moi je fais depuis longtemps, la demande de débat sur la crise du droit international est exponentielle. Donc il y a une prise de conscience. Je crois que les publics se rendent compte. Alors c'est une prise de conscience qui était déjà très présente dans les pays du tiers-monde depuis longtemps, parce que comme eux souffraient beaucoup du système international, ils avaient davantage d'attention aux failles du système international. Mais là maintenant, dans les pays européens, dans les pays occidentaux, il y a cette prise de conscience. Voilà, il faut espérer cela, parce qu'il y a une urgence quand même. Moi, je pense, si vous voulez, qu'il faut quand même défendre les Nations Unies telles qu'elles sont, parce que je n'ai pas eu le temps de développer ce point, mais les Nations Unies ont deux choses très importantes qu'il faut garder. D'abord, un multilatéralisme avec quand même la clé de voûte qui est l'interdiction du recours à la force. Donc, il faut dépouiller le système de tous les vices qui l'ont perverti, mais il faudra reprendre ça dans une future organisation. Et puis, il y a que les Nations Unies ont développé pendant des décennies, à travers leurs agences, leurs programmes, la solidarité mondiale. Et ça, c'est nouveau dans l'histoire de l'humanité. Toutes ces grandes... C'est pour ça que c'est très grave qu'Israël demande la fermeture des bureaux de l'UNRWA, parce que les bureaux de l'UNRWA, c'était justement l'agence des Nations Unies pour venir au secours des réfugiés de Palestine. Et il faut que dans tout cas de désespérance humaine, que ce soit des phénomènes naturels, des tremblements de terre, des cataclysmes, etc., ou des guerres, il faut que d'autres humains soient là pour se porter au secours des humains. Et ça, c'est les grandes agences des Nations Unies qui le font très bien. Donc, il faudra garder ce qu'il y avait de bien dans le système, si on transpose. Mais le cœur du système, le mécanisme de maintien de la paix, est mort par le Conseil de sécurité. Donc, voilà, non, je vous rejoins. Je pense que la prise de conscience va s'accélérer. En tout cas, je me veux optimiste de ce côté-là. Merci beaucoup, Monique. J'avais deux remarques de félicitations d'une amie à nous commune, Sarah Samer, qui est parmi nous ce soir, et que je salue d'ailleurs, et qui pose une question. Elle dit: serais-tu, Monique, nous citer une ou deux ou des organisations de la société civile qui défend une vision matérialiste et véritablement universelle de la communauté mondiale hors de l'ONU? Et puis les autres remarques, c'est pour vous féliciter, vous dire que vous avez donné de l'espoir et que l'appel à l'utopie est la bienvenue. Bref, il y a plusieurs commentaires comme ça extrêmement élogieux. Mais voilà la question de Sarah. Oui, alors moi je suis un peu éloignée des activités. Comme j'avais 20 ans de moins, j'ai travaillé beaucoup avec des gens qui étaient sur le Forum social mondial. C'était là qu'il y avait quand même, et à une époque c'était très actif. Alors, ça n'est pas complètement tombé dans les oubliettes, mais ça aurait besoin d'être revivifié. Il y avait à ce moment-là, au moment où les grandes conventions sur l'environnement sont nées de ces mouvements-là, il y avait une prise de conscience. Mais si vous voulez, c'était dû aussi, il y a un problème qui est majeur dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'effondrement des idéologies politiques, des doctrines politiques, si vous voulez. La doctrine économique du marché mondial a tout écrasé. La chute du mur de Berlin et l'effondrement du communisme a évidemment fait tomber aux oubliettes le communisme tel qu'il avait mené au régime qui en portait ce nom. Et du coup, on est orphelin de doctrines politiques, y compris d'ailleurs pour se battre à propos
du contenu de tel ou tel point, mais c'est vrai que les plus anciens parmi vous, vous vous souvenez comme moi des discussions passionnées qu'on avait quand on était jeune pour défendre telle doctrine contre telle autre, dire voilà, moi je suis réformiste, moi je suis révolutionnaire, etc. C'était passionnant, hein. Aujourd'hui, il y a une espèce de plat comme ça qui est tombé, et c'est ça qui fait que ces organisations, donc les organisations de la société civile aujourd'hui, elles sont humanitaires. Ce qui est très bien, c'est ce que je disais à l'instant, il faut bien que des humains se portent au secours des autres humains. Mais ça ne suffit pas parce qu'il faut que derrière, il y ait un combat politique pour dessiner le monde de demain. Comment allons-nous le dessiner? Qu'allons-nous faire à partir du capitalisme dans la phase où il est? Qu'allons-nous faire à partir du réarmement mondial, ce mouvement fou de réarmement qui s'est emparé de la société depuis la guerre en Ukraine? C'est extrêmement inquiétant. Est-ce qu'il y a des exemples dans l'histoire? Je ne suis pas une spécialiste. De cas dans lesquels des armes aient été créées qui n'aient pas été utilisées. Ça n'existe pas. Voilà. Le général Darlan est d'accord? Oui, oui, oui. Mais oui, sauf que la dernière arme, l'arme La nucléaire, nucléaire, oui, mais elle a été utilisée. Elle a été utilisée. elle a été utilisée. D'abord, elle a été utilisée, mais aussi c'est la première fois qu'avec cette arme, on se donne la capacité, l'humanité se donne la capacité de se détruire elle-même. C'est ça la grosse différence. Oui. Et ça coûte cher. Et en plus, ça coûte cher. Mais ça, c'est... Je voulais vous lire, Monique, quelques commentaires, et puis ensuite il y a une question de Miguel Vazon. Je vous lirai peut-être quelques commentaires parce que je pense que ça fait écho à ce qui a été aussi dit. Il y a un de nos auditeurs qui dit bravo pour cette remarquable conférence. Beaucoup de commentaires vous félicitent pour cette conférence magistrale. Et oui à l'utopie. Il n'est pas évident que le peuple chinois, par exemple, revendique la liberté individuelle comme nous en France. L'homme asiatique, en général, voit d'abord le groupe. Bon, voilà. En Occident, en France, on voit d'abord l'individu. Il y a la notion de culpabilité. Et en Orient, c'est surtout la notion de honte. Bref, faisant écho à ce que vous disiez sur le caractère universel en Asie, en particulier en Chine, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des pactes, voilà. On peut tous, mais vous avez répondu, je crois, à ça. Quelqu'un d'autre dit il faut continuer à faire vivre cette société internationale en partant des aspirations convergentes des peuples, faire la jonction entre les aspirations sociales et les aspirations à vivre en paix. Voilà des commentaires. La question qui nous vient de Miguel Vassone est la suivante. La France fait partie des 124 pays qui ont voté, vous vous souvenez, le 18 septembre dernier, la résolution de l'ONU qui transcrit l'avis consultatif du 19 juillet concernant l'illégalité de l'occupation d'Israël, bref, que vous avez mentionné tout à l'heure. Est-ce à dire qu'un tribunal français pourrait donc se revendiquer de ce vote pour condamner, par exemple, une entreprise d'armement française qui enverrait des composants à une entreprise d'armement israélienne? Faudrait-il une transcription en droit français? Je vous laisse répondre à cette question sur le traité de commerce des armes. Oui. Alors, la question porte sur la résolution de l'Assemblée générale qui a repris le contenu de l'avis consultatif. Il s'agit d'une résolution de l'Assemblée. Les obligations des entreprises. Oui, oui. Non, de transcription, je ne pense pas que ça soit nécessaire. Ce qu'a dit la Cour et ce qu'a fait l'Assemblée générale n'est que de reprendre des règles de droit international qui existent déjà et qui sont reconnues par la France. Donc je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une transcription, je ne crois pas. Le problème est de savoir, ce qui est une autre question, comment les juridictions internes, indépendamment du fait que les textes internationaux aient été transcrits en droit français ou pas, comment les juridictions internes se situent par rapport au droit international. Et là, il y a quelque chose
qui m'inquiète beaucoup, on en a parlé dans l'association Jourdi déjà, enfin je l'ai évoqué, c'est l'inculture des magistrats français, et d'ailleurs d'une manière générale dans d'autres pays aussi, par rapport au droit international. Ils ne sont pas formés au droit international. Et quand des affaires viennent devant eux dans lesquelles les plaideurs invoquent le droit international, les magistrats français sont très mal à l'aise. Et donc ils se retranchent très vite sur des arguments procéduraux pour ne pas avoir à rentrer dans le vif du sujet. Vous évoquiez tout à l'heure l'affaire du tramway de Jérusalem qui a été plaidée devant les juridictions françaises. Les juridictions françaises, quand on a évoqué devant eux les conventions de Genève, en disant la construction du tramway, le fait que les entreprises françaises participent à cette construction, est contraire à l'ordre public international qui comporte les conventions de Genève, les tribunaux français ont trouvé des arguties du genre, les conventions ne sont pas d'effet direct. Et finalement, l'affaire a été perdue. Les tribunaux ne se sont pas prononcés pour suspendre l'exécution du contrat. Donc voilà. Je voudrais revenir, si vous permettez, sur le fait, l'un des commentateurs parlait de la diversité des sociétés, etc. Je voudrais revenir là-dessus. L'universel, c'est évidemment très difficile dans un monde aussi varié que le nôtre, dans lequel vous avez des cultures très différentes, appuyées sur des religions ou des croyances très différentes, des niveaux de développement très différents. Mais il y a une solution, et le cours cette année de Samantha Besson, qui a la chaire droit international au Collège de France, elle a fait porter son cours sur le régionalisme en droit international. Et ça me paraît très intéressant, et ça me paraît être une des solutions du problème. Quand un monde est divers et qu'il se dote de règles communes, il y a un mécanisme qui est de souplesse, qui est très intéressant et qui permet de partager des normes communes en les appliquant avec des nuances. Je ne dis pas de manière diversifiée parce que là les normes seraient perdues, mais avec des nuances. L'exemple de la Cour européenne des droits de l'homme est très intéressant. Il avait été étudié de manière très fine par Mireille Delmas-Marty, qui avait la chaire du Collège de France avant Samantha Besson. Et Mireille avait fait un bouquin qu'elle avait intitulé « Le flou du droit ». C'était très intéressant parce qu'elle avait travaillé avec des ingénieurs des ponts au laboratoire des ingénieurs des ponts sur la question du flou, parce que les ingénieurs des ponts savent que quand on construit une tour de 50 étages, il faut surtout pas trop de rigidité dans les matériaux en haut. Il faut qu'il y ait un peu de flou dans la construction, y compris si ça crée le désagrément d'avoir le sentiment, quand on est en haut de la tour, qu'elle bouge un peu, parce que c'est cette élasticité-là qui permet la solidité de la construction. Et Mireille Delmas-Marty avait été partie de cette comparaison pour dire que le socle commun, c'est le béton, mais quand on met les blocs de béton, il faut les ajuster de manière avec un peu de flou, parce que sinon ça ne tiendra pas. Et la Cour européenne des droits de l'homme l'a suivi parce que la Cour fait la différence, qui est très intéressante, entre la conformité d'une décision au texte de loi et la compatibilité. Et la conformité, ça veut dire que la décision administrative prise par tel État ou la loi prise par un État qui est membre d'une organisation internationale qui doit donc se conformer au traité, ça veut dire qu'il faut coller à ce que dit le traité. La compatibilité, ça veut dire qu'il faut obtenir le résultat voulu par le traité, peut-être avec un chemin légèrement différent. Et la Cour européenne des droits de l'homme applique ça, c'est-à-dire qu'elle considère que les États sont tenus d'appliquer la charte, qui est la base de leur travail, mais qu'ils ont le droit, en fonction de leur culture différente, d'y mettre des modalités un peu de souplesse. Et je crois que c'est ça l'avenir d'un droit international universel. Et là, je rejoins, et c'est très intéressant le cours de Samantha Besson cette année au Collège de France, parce que elle travaille beaucoup sur elle dit que c'est le droit international, son avenir est dans la régionalisation. Et la charte l'avait prévu, ça, mais ça a été très peu appliqué.
Il y a un chapitre de la charte sur le régionalisme en droit international, parce que l'idée des fondateurs de la charte, ils savaient bien que les différents continents ou les sous-continents du monde ne peuvent pas vivre sous des modèles juridiques absolument identiques. C'est pas possible. Et que par conséquent, il fallait une courroie de transmission qui était la régionalisation. Et il y a quelques articles de la charte là-dessus, mais ils ont été très peu appliqués, ça n'a pas beaucoup fonctionné. Alors, c'est aussi dû au fait que les instances régionales des différents continents ne sont pas au même niveau de sophistication. Évidemment, l'Europe est très en avance avec ses différentes formations régionales, parce qu'il y a l'Union européenne, mais il y a aussi le Conseil de l'Europe, etc. L'Amérique latine, notamment, enfin toute l'Amérique, puisqu'il y a une organisation interaméricaine, mais les États latinos sont très actifs là-dedans, donc elle est relativement avancée aussi. L'Afrique est en train de rattraper le chemin parce que l'Union africaine a beaucoup progressé, la Charte africaine des droits de l'homme existe, la Cour africaine existe, tout ça, ça va à petits pas, mais ça avance assez bien. Les continents en retard, c'est l'Asie et l'Océanie. Hein. Parce que là, le régionalisme est peu avancé. Voilà. Mais c'est l'avenir. C'est-à-dire que dans mon idée, la vieille dame que je suis reste, continue de se projeter dans l'avenir, pas pour moi, mais pour mes enfants et petits-enfants et les vôtres. Je crois que nous devons absolument penser, travailler à une autre organisation parce que l'heure va venir où ça sera urgent. Il faut penser universel, mais avec des relais régionaux qui permettent ces modalités d'application. Je pense que de ce côté-là, l'avenir n'est pas trop sombre. C'est vers ça qu'il faut aller. Merci beaucoup pour la réponse. D'ailleurs, Miguel vous remercie énormément pour la réponse que vous lui avez apportée. Beaucoup encore s'expriment et vous remercie pour ce passionnant exposé et commentaires qui ont suivi. J'aimerais évoquer le commentaire de notre collègue Anne Robin, qui est membre du bureau d'IDN et qui dirige avec Bernard l'OPP, l'Observatoire des périls planétaires, qui vous félicite également pour cette remarquable conférence qui renvoie bien à la nécessité de rappeler à tous les valeurs qui sont à la base d'une possible vision partagée basée sur l'intérêt général et l'universel. Pour permettre la mobilisation, il faut porter à la connaissance les réalités des périls auxquels nous sommes confrontés. Il faut écouter la société civile de manière territoriale pour justement travailler dans le lieu vide, entre guillemets. Donc c'est une approbation, un commentaire et l'importance de votre conférence pour notre réflexion au sein de notre observatoire pour les périls, sur les périls planétaires. J'ai d'autres, peut-être Blaise, le temps court, donc je vais aussi vite terminer pour que nos auditeurs puissent terminer aussi à l'heure indiquée. Quelqu'un qui nous dit critiquer l'échec de l'ONU, et vous pouvez commenter ça. Oui, mais ne pas donner prise à ceux qui veulent détruire l'organisation et donc revenir à la force. Mais par contre, développer les luttes communes, ce que font encore les forums sociaux, dont le Forum social des luttes et des résistances. Bon, c'est une approbation de ce que vous avez dit. Peut-être vous voulez, on peut terminer là. Tous les autres commentaires sont laudateurs, donc je ne peux que les résumer en un mot. Merci et bravo. Mais peut-être vous voulez terminer maintenant suite à cette observation et pour conclure, et je donnerai la parole aussi à Bernard pour conclure avec vous. Mais peut-être vous avez quelques mots. Dis-moi sur cette remarque qui est extrêmement importante. C'est vrai, j'en suis consciente que ce que je fais est un peu dangereux parce que en mettant le doigt sur les failles des Nations Unies, je vais dans le sens des libertariens américains qui veulent tuer le multilatéralisme, me dit-on parfois. J'ai pris beaucoup de précautions, vous l'avez vu. Je dis d'abord qu'il faut garder le multilatéralisme tel qu'il existe tant qu'on n'a pas mis autre chose en place. Mais il faut quand même faire l'analyse de ces failles si on veut rebondir positivement.
Je suis bien consciente qu'il y a un danger, donc il faut prendre beaucoup de précautions oratoires. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute à tous. Merci beaucoup, Bernard Norlin, notre Oui, non, président. non, très rapidement, donc simplement vous remercier vraiment pour cette intervention, cher professeur, parce que c'était vraiment passionnant et ça a eu beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup d'auditeurs. Merci encore. Merci à vous tous. Voilà. Merci infiniment. Merci. Donc, je remercie tous les participantes et tous les participants, tous ceux qui nous écoutent régulièrement. Je les invite à revenir régulièrement à nos entretiens et de suivre et de soutenir, y compris financièrement, en adhérant à IDN. C'est vraiment un vœu que nous formulons. Notre cause rejoint toutes les causes pour lutter contre tous les périls. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis au mois prochain.